Avez-vous déjà vécu quelque chose qui vous terrifie et qui vous terrifie d'autant plus que vous ne le comprenez pas? C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, des histoires qui sont terrifiantes, qui sont mystérieuses, et il y a une autre dimension d'horreur qui s'ajoute à tout cela, c'est que les personnes qui les ont vécues, qui ont partagé ces histoires sur Reddit, ne comprennent pas ce qui s'est passé. Je vais vous présenter deux histoires. La troisième, elle, est présentée par un invité tout particulier. J'ai l'honneur d'accueillir sur ma chaîne Chris, qui a deux chaînes sur YouTube. La première, je suppose que vous la connaissez, sachant qu'il est présent depuis un moment, c'est Poisson Fécond. Et il a une seconde chaîne, Conte Fécond, sur laquelle il présente des histoires horrifiques qui sont réelles, des histoires qui sont arrivées à des personnes comme vous et moi. Et j'ai eu l'honneur d'être également invité dans une de ses vidéos pour raconter une histoire. Je vous invite à aller voir sa chaîne, le lien est évidemment dans la description. Je tenais à remercier du fond du cœur Chris de m'avoir invité sur sa chaîne et d'avoir fait un petit passage sur la mienne. C'est vraiment avec grand plaisir que je l'accueille ici. J'espère que l'histoire qu'il va vous raconter vous plaira. Si la vidéo elle vous plaît et que vous passez un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée ou suivre mon aventure hors caméra. Je demande également, alors je l'ai fait il y a un moment, à la communauté silencieuse de se manifester. Il faut vraiment que vous soyez un maximum à commenter sous cette vidéo parce qu'on a affaire à des histoires mystérieuses. Donc, je veux avoir vos théories. Si on pouvait avoir une vue, un commentaire et donc une théorie, ce serait incroyable. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Faites-moi juste un coucou, ça me fait plaisir de voir un petit peu vos pseudos, qui vous êtes derrière le nombre de vues. C'est quelque chose qui me régale à chaque fois. J'espère que vous êtes bien installés et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans cette première histoire. La première histoire sera celle de Cassandra. C'est une histoire qui s'est passée très récemment, au début du mois de juillet. Elle nous dit qu'elle a reçu un appel plutôt anodin, d'une entreprise de livraison FedEx. Si vous ne savez pas ce que c'est une entreprise qui permet de livrer des colis. Sauf qu'elle a reçu cet appel à une heure tardive, vers 22 h. La personne qu'elle a eue au bout du téléphone lui a demandé son nom et son adresse. C'est pas quelque chose qui a déjà surpris Cassandra à ce moment-là. Elle a donné les informations, mais avec leur recul, elle se dit que normalement, si quelqu'un vient la livrer, il connaît déjà ces informations. De plus, elle n'attendait pas spécialement un colis. Donc, l'idée qui lui vient en tête naturellement, c'est de se dire que peut-être un colis qu'on lui a envoyé ou qu'elle avait commandé avait été perdu et au bout d'un certain temps, il avait retrouvé son chemin et donc on souhaitait lui livrer. Dernier point assez alarmant, l'entreprise qui fait ces fameuses livraisons de colis, FedEx, ne livre pas après 20 h au Canada. Et au moment des faits, il est 22 h. Donc déjà, il y a plusieurs faits notables, qu'on appelle des red flags, qui n'ont pas sur le moment mis la puce à l'oreille de Cassandra que quelque chose n'allait pas. Le temps a passé un petit peu, Cassandra a patienté qu'on lui livre le fameux colis en question, mais rien du tout. Elle reçoit donc un nouvel appel de la part du livreur qui l'informe qu'il n'arrive pas à trouver son adresse, qu'il est apparemment pas très loin, donc il lui demande de sortir et de l'attendre au coin de la rue. Cassandra en parle à son père, elle lui dit « Papa, je vais aller récupérer un colis », sauf que le père, lui, il n'est pas né de la dernière pluie. Lui, les red flags que Cassandra n'a pas forcément pris en compte, eh bien, ça l'alarme. Il se dit que c'est étrange, donc il dit « Cassandra, reste là, c'est moi qui vais y aller ». Il fait donc une petite patrouille autour de la maison et il ne voit rien. Cassandra est assez étonnée de la situation, donc elle décide d'accompagner son père pour sa deuxième patrouille qu'il effectue quelques minutes après être rentré à la maison. Encore une fois, rien du tout. Le père patiente encore un petit peu, il refait encore une patrouille après dans le quartier, et c'est au cours de cette fameuse troisième patrouille que là il remarque quelque chose. Il remarque un gros véhicule, un SUV qui est stationné au coin de la rue. Il va donc confronter les personnes à l'intérieur du véhicule. Il y avait deux hommes, âgés d'à peu près 20 ans de ce qu'il a pu faire comme description, et les deux hommes se sont défendus en disant qu'ils n'étaient pas les fameux livreurs en question, que eux ils étaient juste là de passage dans le quartier. Donc, le père les a laissés tranquilles, il n'avait aucun moyen de vérifier que ces personnes disaient la vérité ou pas, donc il décide de rentrer à la maison et il a fait un quatrième tour après. Sauf que, pendant ce fameux quatrième tour, le fameux SUV que le père avait remarqué n'était plus là. Est-ce qu'il était parti pour aller vaquer à d'autres occupations ou alors est-ce qu'il est parti parce qu'il s'est dit mince, on s'est fait avoir? Ça, on ne le sait pas. On arrive maintenant le lendemain.
La première journée de tous les événements, c'était le 5 juillet, nous sommes maintenant le 6. Entre 18 et 23 heures, Cassandra a entendu quelqu'un sonner à sa porte. Elle est allée voir, elle n'a pas ouvert, elle a directement regardé au travers du Judas et elle a vu qu'il y avait 2 hommes, âgés d'environ 20 ans, qui l'appelaient par son prénom, comme s'ils la connaissaient, sauf que Cassandra en est sûre, ces 2 individus, elle ne les connaissait pas. Ce soir-là, elle était seule chez elle, donc elle a décidé de prendre une bonne décision. Elle a décidé, trouvant la situation très étrange, de ne pas ouvrir. Et voyant qu'entre 18h et 23h, ils ont sonné plusieurs fois, inquiète, elle a décidé, au bout d'un moment, au bout de la 3e fois à peu près, d'appeler la police. La police a dit qu'il fallait les contacter si jamais les individus ressonnaient pour pouvoir les intercepter sur le fait. Pour vous expliquer rapidement comment ça s'est passé, les 2 hommes ont sonné une fois, Cassandra est descendue, elle a vu qu'elle ne les connaissait pas, elle n'a pas ouvert, les 2 hommes sont partis, il n'y a plus de bruit pendant un certain temps. À 19h par exemple, les 2 hommes sont revenus, Cassandra n'a pas ouvert, vers 20h les hommes sont revenus de nouveau, et c'est après cette 3e fois que là Cassandra a appelé la police. Mais les 2 hommes étaient partis, donc pour la police, inutile de venir sur place pour ne rien voir. Sauf que, après cette fameuse 3e fois où ils ont sonné, les 2 hommes n'ont plus ressonné de la soirée. On avance encore le lendemain, le 7 juillet. Cette journée-là, rien ne s'est passé. Personne n'a appelé pour dire qu'on voulait livrer un colis, personne n'a sonné à la porte, donc Cassandra se dit quelque chose qui la rassure, elle se dit que le pire est derrière elle et qu'elle n'entendra plus jamais parler des 2 individus. Elle a fait sa petite vie, jusqu'au lendemain, le 8 juillet. Tout se passait à peu près comme la veille, tout était très calme, et c'est vers 23h que la caméra de sécurité qui se trouve devant la porte d'entrée a émis une alerte. Cassandra a pris son téléphone, elle a ouvert la notification de son application et elle a vu, au travers de la caméra, qu'un homme avec un masque rôdait autour de son domicile et prenait des photos. Elle ne sait pas si c'était des photos, des vidéos, mais quoi qu'il en soit, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder la piscine. Je suis pas sûr de cette expression. Elle a appelé la police est venue, ils ont pris le témoignage de Cassandra concernant les comportements étranges des personnes qui rôdent autour de sa maison. La police est ensuite repartie, Cassandra a continué de faire sa vie, elle n'a plus d'alerte sur son téléphone comme quoi quelqu'un rôde autour de sa maison. Par contre, alors qu'elle était sur le canapé tranquillement en train de regarder la télévision, assez tardivement dans la nuit, vers 3h du matin, elle a entendu un bruit qui venait de son balcon. Au début, elle se dit que c'est un bruit plutôt aléatoire, quelque chose qu'on peut oublier, peut-être un caillou qui est tombé là, peut-être le vent qui fait taper les branches sur le balcon, ce genre de choses. Mais c'est quand elle a entendu le même bruit une seconde fois que là elle s'est dit que peut-être quelque chose nécessitait une vérification. Elle s'est donc levée, elle s'est rendue vers son balcon, et là, elle a fait face à la plus grande horreur de sa vie. Elle s'est retrouvée face à face avec un intrus. L'individu qui se trouvait devant chez elle, qui portait un masque et qui prenait des photos ou des vidéos, était maintenant devant elle, sur son balcon, prêt à rentrer dans la maison. Tout de suite, horrifiée, Cassandra a émis un cri de terreur. Et fort heureusement pour elle, à ce moment-là, elle n'était pas seule à son domicile. Il y avait toute sa famille. Donc évidemment, sa famille qui dormait est allée voir ce qu'il se passait très rapidement, notamment le père qui était assez aux aguets par rapport aux différents événements qui s'étaient passés précédemment. Mais l'individu, entendant le cri de terreur de Cassandra, a pris la fuite. La police a été appelée de nouveau, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Évidemment, cette nuit-là, ainsi que le lendemain, Cassandra n'a pas réussi à trouver le sommeil. D'une part, car elle avait eu très peur, et elle n'arrêtait pas de penser à ce qu'il aurait pu se passer si jamais elle n'avait pas checké le balcon quand elle a entendu le bruit, ou s'il n'y avait pas sa famille chez elle à ce moment-là, eh bien elle pense que le pire aurait pu se produire. C'est là qu'on aurait pu penser que cette histoire se termine, mais il se trouve que la personne qui a partagé son histoire sur Reddit a ajouté un dernier détail, une dernière mise à jour. Non pas pour donner des nouvelles comme quoi l'intrus avait été retrouvé et qu'on avait démêlé tous les fils de cette histoire, pas du tout. Il y a eu encore une fois une escalade dans les événements. Ce qu'elle a dit sur Reddit quand elle a voulu faire une mise à jour, c'est que sa maison avait pris feu. Vous vous demandez sûrement mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Eh bien Cassandra nous explique que la police a été appelée évidemment. Tout de suite quand la maison était en feu, ils ont été appelés, ils ont enquêté, le feu a été éteint et ils ont remarqué que l'incendie avait été provoqué
par des cocktails Molotov qui avaient été jetés dans la maison. C'est-à-dire que des individus à l'extérieur ont cassé les fenêtres et jeté des cocktails Molotov à l'intérieur de la maison. La police a suggéré à Cassandra et à sa famille de faire très attention et de se déconnecter de tous réseaux sociaux pour ne pas montrer où ils se trouvaient actuellement, le temps que la police puisse mettre le fin mot sur cette histoire. C'est cette fois-ci que le témoignage de Cassandra s'arrête. On a affaire à quelque chose d'assez incroyable, des personnes qui semblent en vouloir à Cassandra ou à sa famille, et pour quelle raison, on n'en a aucune idée. Cassandra explique que c'est quelqu'un qui est plutôt timide, introverti, qui n'a aucun ennemi, donc qui pourrait bien lui en vouloir. On peut se dire que peut-être des personnes s'attaquent à elle par erreur, ils en veuillent à quelqu'un d'autre, ils pensent que c'est là que vit leur cible alors que ce n'est pas le cas. On peut avoir évidemment plein d'autres théories. Je vous invite en commentaire à me dire quelles sont les vôtres. En tout cas, je suis heureux de savoir, et je pense que vous aussi, que Cassandra n'a rien eu, ainsi que sa famille. Elles n'ont pas été touchées par les dommages de l'incendie, ils n'étaient pas à la maison quand ça s'est produit, et on croise les doigts pour que cette affaire soit enfin tirée au clair. Maintenant, je vous laisse avec Chris pour la seconde histoire. Salut Aken, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je suis ravi de pouvoir aussi présenter une histoire. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vais te parler de mon histoire. Tout d'abord, nous allons appeler la personne qui a partagé son témoignage sur Reddit, Lisa. Ce sera plus simple. Et ça s'est produit il y a à peu près quelques années, vers mi-novembre. Là, Lisa et sa mère aimaient passer du temps dehors pour prendre l'air ou simplement faire des promenades. Et une nuit, malgré le froid, Lisa et sa mère ont décidé de remettre le couvert et de sortir pour une balade nocturne. Bon, la balade s'est bien passée, Lisa avait mis une musique sur son téléphone pour l'accompagner, ainsi que sa mère, dans la noirceur de la nuit. Mais le froid se faisant de plus en plus ressentir, les deux femmes ont pris le chemin pour rentrer à la maison. Là, sur le trajet du retour, en empruntant une rue qu'elles avaient l'habitude d'emprunter, qui était une petite rue dans le quartier, qui menait à la rue principale, Lisa a entendu un chien aboyer. Elle l'a entendu si fort, si nettement, et d'ailleurs encore plus nettement que le bruit qui sortait de son téléphone. Là, surprise, Lisa éteint donc du coup son tel et la musique qui en sort pour être un peu plus à l'affût et mieux entendre les sons aux alentours, et notamment ce chien. D'ailleurs, pour le contexte, Lisa nous dit qu'elle connaît quasiment tous ceux qui habitent dans la rue qu'elle a empruntée. Donc elle sait clairement qui a un chien et qui ne l'a pas. Et là, elle en est sûre, le bruit venait d'une maison qui n'avait pas d'animal de compagnie, normalement. Donc, entendre l'aboiement d'un gros chien venant de cette direction, c'était techniquement pas possible, sauf s'il y avait des nouveaux voisins ou pas, mais voilà. Curieuse, Lisa s'est quand même retournée, et ce qu'elle a vu lui a glacé le sang. Là, dans la rue, il y avait une masse sombre, très imposante, derrière elle, à quelques mètres à peine. Et là, en quelques pas seulement, cet individu, parce que cette masse sombre ressemblait clairement à un individu, aurait pu l'attraper. Là, tout de suite, Lisa s'est sentie mal à l'aise, ce qui n'est clairement pas étonnant, dans une ruelle et en pleine nuit. Donc, elle a rapidement marché vers sa mère, qui, elle, avait continué sa route. Là, dès qu'elle est arrivée à son niveau, elle lui a chuchoté qu'elle pensait être suivie. La mère de Lisa jette alors un coup d'œil discret et rapide à l'arrière, après quoi elle attrape le bras de Lisa pour lui faire presser le pas. Sauf que sa mère n'a pas vu exactement ce que notre amie avait remarqué quelques minutes plus tôt. Et ce qu'elle a vu, elle, c'était deux hommes qui marchaient juste derrière elle. Là, il y a deux situations possibles. Soit on a affaire à une pure coïncidence, donc deux hommes se promènent au même moment, au même endroit, soit elles sont bel et bien suivies. Et là, pour en avoir le cœur net, elles décident toutes les deux de ne pas rentrer directement chez elles, alors on ne sait jamais, mais de faire quelques détours. Alors, ce petit stratagème permet de savoir rapidement si elles sont suivies, justement. Et il se trouve que c'était bel et bien le cas. Les deux hommes étaient derrière elles, quoi qu'elles fassent, si elles tournaient, ils tournaient, etc. Et alors que du coup elles sont dans leurs pensées, à essayer de réfléchir comment elles pourraient les semer, une voix se met à percer le silence de la nuit. Puisque l'un des hommes, derrière elle, dit « Il est tard pour une balade ». Alors en entendant cette voix, Lisa ne la définit pas comme forcément sinistre ou effrayante, comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt comme la voix d'une sirène. Vous savez, celle qui attire les marins pour les entraîner dans le fond. Voilà, elle avait un côté un peu doux, mais elle sentait clairement qu'il y avait un danger derrière ça. Et à ce moment-là, Lisa et sa mère se sont mises à répondre aux questions des deux hommes, mais de manière assez évasive, pour ne pas lancer une conversation. Et discrètement, Lisa a quand même montré à sa maman son téléphone et le numéro 911. Vraiment pour lui dire, attention, il y a vraiment un truc qui cloche. Bon là, à ce moment-là, sa mère lui dit qu'il vaut mieux appeler son père, qui pourrait être là bien plus rapidement. Et du coup, c'est en arrivant dans une rue plus rassurante, enfin, et avec quelques passants et un meilleur éclairage, que Lisa et sa mère checkent de nouvelles fois derrière elle,
pour voir à ce moment-là un peu plus nettement à quoi ressemblent ces deux individus bizarres qui les suivent. Et c'est à ce moment-là qu'elle constate que justement, ils ont accéléré le pas et qu'ils essayent de les rattraper. Là, à ce moment-là, Lisa et sa mère se mettent à courir le plus rapidement possible. Et finalement, elles réussissent enfin à retrouver le père de Lisa un peu plus loin dans la rue et à se mettre en sécurité à l'intérieur de la voiture familiale. Là, une fois le calme retrouvé, ils font ensemble un tour du quartier, mais ils constatent quand même que les deux hommes qui les ont suivis ont complètement disparu, comme si c'était volatilisé. Finalement, en rentrant à la maison, Lisa demande à sa mère si elle pense qu'elle se serait fait kidnapper si elle n'avait pas entendu le chien. Sauf que sa mère, elle n'a entendu aucun chien aboyer avant qu'elle voie les deux individus. Voilà, merci à toi Aken en tout cas de m'avoir invité sur ta chaîne. Vous pouvez évidemment aussi retrouver ma propre vidéo où Aken est intervenu pour nous parler d'une histoire très flippante qui s'était passée au Japon. Ça se passe sur ma propre chaîne YouTube, Conte fait con. Voilà, j'ai été ravi d'intervenir ici et je vous souhaite bonne nuit. Merci beaucoup Chris d'avoir partagé cette histoire, et nous allons voir ensemble maintenant cette troisième et dernière histoire. Louise nous raconte que dans sa jeunesse, elle avait l'habitude de voyager à travers le monde et elle partageait ses expériences dans certains écrits. Elle avait l'habitude de voyager seule, de temps en temps elle avait quelqu'un qui l'accompagnait, et c'était le cas au moment des événements qu'elle a souhaité partager. Elle nous dit qu'elle avait toujours eu envie de visiter Prague, ne l'ayant jamais fait. Elle avait déjà visité d'autres villes à l'étranger auparavant, avant d'aller à Prague, et elle a donc décidé, pour clôturer son voyage autour du monde, de passer par Prague. La personne qui l'accompagnait, elle, a décidé de rentrer à la maison, avait déjà visité Prague, donc ça ne l'intéressait pas. Donc, à la dernière minute, Louise s'est dit « Je prends mes affaires et je pars pour Prague ». Une fois arrivée sur place, Louise s'est rendue directement à l'office de tourisme pour demander où elle pourrait loger pour pas trop cher et dans un lieu si possible qui se trouve proche du centre-ville. On lui donne donc une adresse et Louise s'y rend. Une fois arrivée à l'hôtel, elle se rend compte qu'en fait on ne lui a pas indiqué un hôtel mais une auberge de jeunesse. Elle ne s'attendait pas forcément à ça, mais c'était totalement ok pour elle. L'emplacement était idéal, vraiment proche du centre-ville, donc ça correspondait à ce qu'elle avait demandé, mais l'auberge de jeunesse, était un petit peu délabrée. Non pas que c'était en ruine, mais il y avait des lumières qui étaient manquantes, des ampoules brisées, c'était pas forcément très accueillant, mais à cette époque-là, Louise était un peu quelqu'un d'aventurière, donc ça ne lui posait pas de problème. Elle préférait se consacrer à visiter plutôt qu'à rester dans le logement. Donc qu'il y ait des ampoules qui soient manquantes ou qui soient brisées alors qu'elle ne compte que dormir dans l'auberge, c'était pas un problème. Tout était donc sombre, sauf le hall d'entrée. Il y avait une odeur bizarre, comme si il y avait énormément de poussière dans les lieux. Elle s'est enregistrée à la réception et on lui a proposé du coup une place pour un prix vraiment pas cher du tout, 12 $ la nuit. Louise se rend donc au niveau des chambres et c'était pas une auberge de jeunesse qui proposait des chambres du type dortoir. Ça faisait un petit peu hôtel, mais la seule différence avec un hôtel classique en fait, c'est qu'elle pouvait avoir quelqu'un qui était dans la même chambre qu'elle. Et c'était le cas. En rentrant dans sa chambre, qui était au bout du couloir, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelqu'un qui vivait avec elle. Elle ne l'a pas vu, mais de ce qu'elle a pu voir, des affaires qui étaient présentes dans la chambre, elle suppose que la personne était une femme, car il y avait une valise avec une robe soigneusement pliée sur une chaise à côté d'un des lits, il y avait du maquillage, des magazines en allemand, et ne voyant pas cette fameuse colocataire, Louise s'est dit qu'elle était probablement partie pour aller faire elle-même de la visite. Louise pose ses affaires et elle s'en va pour visiter. Elle passe un excellent moment, elle visite Prague dans tous les recoins, elle trouve que c'est une ville magnifique et elle décide donc même d'acheter des souvenirs pour sa mère et pour elle-même. C'est vers 18 h qu'elle retourne dans sa chambre, elle voulait poser ses affaires, ce qu'elle avait acheté, prendre une douche et se changer. Elle a donc fait tout cela et elle s'est rendue compte que les affaires de la colocataire, n'avaient pas bougé d'1 centimètre. Elle suppose donc que pendant tout le temps de son absence, la colocataire n'est pas revenue. Louise s'en fiche un petit peu, elle va se doucher, se préparer et après elle décide de ressortir pour aller dans un petit bar. Un petit bar dans le centre-ville de Prague et sur place, elle entend des histoires un petit peu d'horreur sur des personnes qui disparaissent, ce genre de choses. Des petites histoires un petit peu qui font partie du folklore. En tout cas des histoires qui amusent beaucoup Louise, mais elle ne prend pas du tout cela au sérieux. C'est vers minuit qu'elle retourne à l'auberge de jeunesse, et encore une fois, en rentrant dans sa chambre, Louise est un peu surprise de toujours pas trouver sa colocataire. Donc une idée lui vient en tête, elle se dit que peut-être sa colocataire est partie
en road trip, en voyage, en périphérie de Prague et qu'elle dort soit dans un autre hôtel ou peut-être même chez quelqu'un qu'elle a rencontré, mais qu'en tout cas elle ne compte pas passer la nuit à l'auberge. Elle a juste déposé ses affaires et ensuite elle est partie faire autre chose et peut-être que l'hôtel, elle y retournera bien plus tard. Donc toute cette situation surprend un petit peu Louise, mais ça ne l'inquiète pas plus que ça. Elle ne se pose pas beaucoup de questions par rapport à tout cela pour l'instant. Louise décide donc d'aller prendre une douche avant de se coucher et les douches ne se trouvent pas dans la chambre. Ce sont des douches communes donc il faut en sortir. Sauf que, en revenant de sa dernière douche, elle se rend compte que certaines choses dans la chambre ont changé de place par rapport au moment juste avant où elle s'est dit qu'elle allait prendre une douche avant de dormir. Le lit de la colocataire était fait alors qu'il était dérangé avant qu'elle aille à la douche. Les livres n'étaient plus sur le lit mais sur la table de chevet et la fameuse robe qui était sur le siège à côté du lit avait disparu. Mais le plus étrange, c'est que sur le lit de Louise se trouvait maintenant une chemise de nuit. Louise s'est dit en voyant tout cela que la colocataire pensait peut-être être toute seule et qu'elle était revenue, mais ce que Louise ne comprend pas, c'est que ses affaires à elle sont clairement visibles. Elles sont à côté du lit, il y a ses achats, sa valise, etc. Donc on ne peut pas se dire qu'on est seul. On comprend immédiatement qu'il y a 2 personnes dans la chambre. Et ça, c'est quelque chose que Louise n'arrive pas à comprendre. Pourquoi elle aurait fait ça, sachant que ça se voit? Louise décide de faire comme si de rien n'était. Elle déplace la chemise de nuit sur le lit de la colocataire et ensuite elle s'installe sur un petit bureau dans la chambre pour écrire justement ce qu'elle a vu dans son journal. Elle s'attendait à voir la colocataire revenir sous peu. Elle s'est dit que peut-être elle était partie prendre sa douche, sauf que 1 heure est passée et rien. La colocataire n'est pas revenue, donc Louise ne sait pas si elle va revenir dans la nuit ou pas. Elle se dit que cette colocataire fait sûrement sa vie, donc pour elle c'est l'heure d'aller se coucher, mais juste avant elle décide d'aller faire un petit pipi avant de plonger dans les bras de Morphée. Mais là, en sortant dans le couloir, quelque chose lui donne des frissons. Quelque chose n'est pas habituel. Normalement, il y avait une sorte de bruit de fond, il y avait un peu de musique, on entendait des gens parler, on entendait des choses, mais là, rien. Il y avait un silence de mort et la seule chose qu'entendait Louise, c'était ces bruits de pas. Selon ce qu'elle nous dit, c'était encore plus silencieux qu'une église. Elle commence à sentir une sensation d'oppression. Elle savait qu'il n'y avait personne derrière elle, mais elle regardait constamment derrière son épaule. Donc rapidement, Louise va aux toilettes et retourne dans sa chambre. Une fois entrée dans celle-ci, elle a un sentiment de soulagement. Elle se sent un peu plus en sécurité. Elle a retrouvé la chambre comme elle l'avait laissée, à une exception près. La fameuse chemise de nuit qu'elle avait décalée était revenue et était posée soigneusement sur son propre lit. Encore une fois, cette situation a interloqué Louise, mais là, elle est vraiment épuisée. Donc elle décale de nouveau la chemise de nuit et elle va dans son lit. Juste par sécurité, elle laisse une lampe allumée. Louise était en train de tomber dans un sommeil profond quand quelque chose l'a réveillée. Elle a entendu le bruit de la porte de sa chambre qui s'ouvrait. Doucement, Louise a ouvert les yeux et elle ne voyait rien. Non pas qu'il n'y avait rien du tout, mais la pièce était dans la pénombre la plus complète. La lampe qu'elle avait laissée allumée était éteinte. La seule chose qu'elle voyait, c'était quelque chose qui se trouvait au niveau de la porte. Elle a vu une silhouette, éclairée légèrement par la lumière du couloir qui se trouvait derrière, et elle en est sûre, cette silhouette était un homme. Et cet homme a dit « Je ne voulais pas, tu dois m'aider ». Totalement embrouillée, Louise s'est assise, elle a frotté ses yeux et elle s'est tournée pour allumer la lampe qu'elle avait normalement laissée allumée. Mais dès que la lumière était allumée, l'homme avait disparu et la porte de la chambre était fermée. Rapidement, Louise a sauté du lit, elle s'est précipitée vers la porte et ce qui l'a surprise, c'est que la porte était fermée à clé. Donc comment cet homme aurait-il pu rentrer? Elle a déverrouillé la porte, elle l'a ouverte pour regarder dans le couloir, mais il n'y avait personne. Totalement effrayée de ce qu'elle venait de vivre, Louise a patienté jusqu'à 7h du matin sans dormir et a décidé ensuite de partir. Elle devait rester 2 nuits de plus, mais pour elle, c'en était déjà trop. À 7h du matin, elle a pris ses affaires et elle s'est rendue à la réception pour faire son check-out. Alors qu'elle faisait toutes les démarches pour partir, elle a dit au réceptionniste, âgé d'une 20aine d'années, que sa colocataire n'était pas revenue de la nuit et que du coup elle était un petit peu inquiète. Le réceptionniste a demandé dans quelle chambre se trouvait Louise et il a été très surpris quand il a appris où elle se trouvait. Il a dit que la chambre était vide depuis 3 semaines, qu'elle avait été nettoyée depuis et que dans tout le bâtiment, il n'y a que 6 personnes. Louise est ensuite partie et elle est rentrée chez elle sans comprendre ce qu'elle avait vécu. Elle nous dit que depuis l'auberge de jeunesse dans laquelle elle était allée
a été rénové et était devenu un hôtel de luxe. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est un témoignage très perturbant parce qu'on ne sait pas vraiment si Louise a vraiment vu quelqu'un fait de chair et de sang, ce serait possible, ou alors si elle a assisté à quelque chose de paranormal. Il y a eu dans les commentaires du témoignage Reddit des personnes qui penchent plutôt sur quelque chose de paranormal. Ces personnes pensent qu'en fait, l'individu que Louise a vu aurait assassiné la colocataire et que la colocataire essayait de se manifester en faisant bouger la fameuse chemise de nuit. Quoi qu'il en soit, c'est très mystérieux. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelles sont vos théories, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous pensez de cette histoire. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 3 histoires vraiment très perturbantes. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère qu'elles vous ont un peu fait cogiter. Je tenais encore une fois à remercier Chris de sa participation dans cette vidéo. Je rappelle que vous pouvez aller voir ces histoires sur sa chaîne Conte Fécond, le lien est dans la description, j'interviens d'ailleurs dans l'une d'entre elles, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous invite également à commenter cette vidéo pour me faire part de toutes vos théories, vraiment faites-le s'il vous plaît, jouez le jeu, même la communauté silencieuse. Vraiment il faut qu'on arrive à démêler ensemble tous les fils de ces histoires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous plaît. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez me partager une histoire flippante qui vous est arrivée, une histoire mystérieuse. Si vous voulez que je la partage ou pas, en tout cas c'est avec plaisir que j'irai vous lire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si juste vous voulez suivre mon aventure hors YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!